aujourd'hui pour un update lecture. Je vais vous parler des romans que j'ai lus la première quinzaine de mars. Mars a été un mois assez sympa, j'ai pas mal lu, j'ai pas mal relu aussi et donc là j'ai 5 livres à vous présenter. On va commencer avec une relecture. Début mars, j'ai relu Je ne t'aime pas Paulus de Agnès Desartres, publié aux éditions L'École des loisirs. Donc c'est une très vieille édition. C'est un roman que j'avais lu assez vieille dans le sens où c'est plutôt un roman pour adolescents, mais je l'avais lu la première fois vers la vingtaine et j'avais beaucoup aimé. Dans ce roman, on va suivre Julia, qui est une jeune adolescente, première de la classe, une vie plutôt tranquille. Elle vit avec ses parents, sa petite sœur. Elle a une meilleure amie qui, elle, est belle et un peu plus populaire. Et en fait, un jour, Julia va découvrir que le plus beau garçon de la classe, Paulus, est amoureux d'elle. Et à partir de là, elle va avoir des sentiments un peu mitigés, puisqu'elle ne s'est jamais vraiment intéressée au garçon. Elle a peur que ce soit une blague, un canular qui est fait à ses dépens, où le plus beau mec de la classe essaye de la draguer pour ensuite se moquer d'elle. Et donc, on va évoluer dans ce petit monde de l'adolescence avec ses problèmes bien propres. Euh, voilà, les problèmes d'amour, les problèmes de famille, les problèmes d'école, puisque dans la famille de Julia, il y a pas mal de soucis avec ses parents à ce moment-là, puisque son père va se retrouver au chômage. Et c'est un livre, j'ai pas grand-chose à en dire, il n'est pas très très long, mais c'est une lecture assez chouette. C'est peut-être un peu daté, mais moi je passe toujours un très bon moment quand je le lis. Il y a ce côté un peu nostalgique de la vie d'adolescent, et notamment de la vie d'adolescent dans les années 90. On n'a pas de téléphone portable, ou à chaque fois qu'on doit téléphoner à ses copains, il faut prendre le fixe, tomber sur les parents d'abord, demander à papoter avec notre ami. Et je trouve que c'est toujours, ça me rend toujours un peu nostalgique de lire des romans qui se passent à cette période. Donc c'est un roman que je trouve très touchant. Il y a aussi pas mal de petites touches d'humour qui me plaisent toujours beaucoup. Et voilà, j'ai pas grand chose de plus à en dire. Je suis pas sûre qu'il soit toujours édité actuellement, mais je trouve que c'est une chouette lecture quand on est adolescent. Ensuite, j'ai lu La Duchesse de Buckingham de Shannon Malka, publiée aux éditions Hurlevent. Donc Hurlevent, j'aime toujours beaucoup les dos qu'ils font, je trouve que c'est très très élégant. Dans ce roman, on se trouve dans les années, alors on est en 1841 et on va suivre Helena Quincy, qui est une jeune, qui est la fille d'un comte, qui vit dans un domaine à l'écart de Londres et elle est un peu surprotégée, elle n'a jamais vraiment quitté le domaine de sa famille. Elle est très très protégée par ses 4 frères. Et un jour, lors d'une excursion, on va dire, en dehors de son domaine et dans une petite ville un peu plus grande que la sienne, à Southampton, je crois, ouais, elle va assister à une scène de grande brutalité entre un homme qui frappe son ouvrier, enfin son employé qui a un enfant peut-être de 8 ou 9 ans. Elle va vouloir s'interposer et à ce moment-là, elle va en fait découvrir tout un pan du monde auquel elle n'était pas du tout au courant. Elle va découvrir la pauvreté, la misère dans laquelle beaucoup de gens vivent, la brutalité du monde dans lequel ils vivent, alors qu'elle, elle a toujours été très choyée, mangeant à sa faim, au chaud, sans problème. Et elle va se révolter et elle va vouloir agir. Le problème, c'est qu'elle est assez jeune, elle est aussi très naïve, elle ne se rend pas compte que pour changer le monde, c'est pas si facile que ça, il suffit pas de le dire et que le faire, c'est vraiment très compliqué. Et par un concours de circonstances, que je ne vais pas vous expliquer parce que c'est quand même mieux de le lire, elle va se retrouver à faire partie de l'entourage de la reine Victoria, tout en espérant réussir à faire passer des lois, ou en tout cas réussir à s'investir dans des œuvres de charité, notamment des œuvres de charité pour les enfants. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que le côté historique était très intéressant. On sent que l'autrice s'est énormément renseignée, notamment sur toute la politique de l'époque. C'était des choses que je ne connaissais pas du tout et j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. On est au cœur de la cour d'Angleterre à ce moment-là, donc on rencontre vraiment la reine Victoria et j'ai trouvé que c'était assez fidèle à l'image que je me faisais de cette femme. Donc j'ai beaucoup aimé ce côté-là aussi. Elena, c'est une héroïne qui est assez attachante. Alors elle est naïve, elle est très jeune, donc elle fait énormément d'erreurs. Ça, il faut le dire. Mais ce sont vraiment des erreurs parce qu'elle est emportée par sa fougue, par son impétuosité, parce qu'elle veut bien faire les choses et qu'elle veut aider. Donc on ne peut pas vraiment lui en vouloir.
Il y a une petite romance aussi dans l'histoire qui prend de la place, mais qui n'est pas le sujet principal, mais que je l'ai trouvé très bien amenée, assez délicate. Et voilà, ça m'a un peu rappelé la relation entre Elisabeth et Darcy dans Orgueil et Préjugés. On a un personnage qui est de prime abord plutôt austère, un peu sombre, un peu renfermé, et puis petit à petit ils vont apprendre à se connaître. Et j'ai trouvé les déclarations et les échanges entre eux vraiment très, très touchants. Enfin, en tout cas, touchant dans le sens où ça a fait vibrer ma fibre romantique, on va dire. Au niveau des petits défauts que j'ai trouvés dans ce livre, il y en a surtout deux, on va dire deux et demi. Première chose, c'est un peu superficiel, mais je ne comprends pas le titre. Je ne vois pas pourquoi ça s'appelle la Duchesse de Buckingham, puisqu'à aucun moment Helena est duchesse. Et elle n'obtient pas du tout ce titre, donc ça j'avoue que je n'ai pas trop compris. La deuxième chose, c'est que je déplore un peu certaines tournures de phrases que j'ai trouvées parfois très répétitives. Alors peut-être que c'est moi qui ai particulièrement été attirée par ça et que ça ne gênera pas du tout quelqu'un d'autre, mais il y avait beaucoup de phrases où déjà les personnages pleurent souvent, et quand elles pleurent, c'est toujours ses larmes dévalaient ses joues, ses larmes se mirent à couler le long de ses joues, ses larmes se mirent à baigner ses joues, et ça revient peut-être 10, 12 fois dans le roman, et le problème c'est qu'une fois que je l'avais remarqué une, deux, trois fois, je pouvais pas m'empêcher de le remarquer à chaque fois, et j'avoue que des fois ça me faisait un peu lever les yeux au ciel. Après, comme dit, c'est un détail et je ne suis pas sûre que on le remarquera forcément. Maintenant que je vous en parle, peut-être que si vous le lisez ensuite, ça va vous sauter aux yeux, mais sinon, c'est peut-être pas si évident. Et la troisième chose, ça c'est un petit reproche que j'ai vu qui était partagé par beaucoup de personnes, c'est que la fin est trop rapide. C'est la fin que j'attendais, c'est une fin qui m'a beaucoup plu, mais j'aurais aimé qu'elle prenne un peu plus son temps, peut-être que juste 10, 15 pages de plus pour faire un peu plus traîner les choses, pour les amener plus en douceur, avec moins de brusquerie, ça aurait été vraiment parfait et c'est la petite chose qui m'a un peu déçue, on va dire. Mais sinon, dans l'ensemble, ça a été vraiment une excellente lecture. Je crois que sur Babelio, je lui ai mis 4 sur 5, donc vraiment, j'ai passé un super moment avec cette lecture. Passer ensuite au troisième roman que j'ai lu. Il s'agit de Ainsi gèlent les bulles de savon de Marie Varey, publié aux éditions Charleston. Marie Varey, c'est une autrice dont j'ai l'impression d'entendre de plus en plus parler. Au tout début, elle a commencé en faisant plutôt des comédies romantiques et c'est comme ça que moi je l'ai connue, en lisant d'abord Je peux très bien me passer de toi, que j'avais beaucoup aimé. Ça faisait complètement le job. Et ensuite, j'avais lu Ma vie, mon ex et autres calamités, que j'avais beaucoup aimé aussi. Ce sont vraiment des chick-lit purs et durs, donc avec des personnages assez clichés. La meilleure amie, la jeune héroïne qui est toujours un peu gaffeuse, le boss un peu rustre. Enfin, voilà, toute une galerie de personnages dont on a l'habitude, que l'on voit, que ce soit dans les téléfilms de Noël, dans les comédies romantiques à la télé ou dans d'anciens romans de chick-lit qui existaient. Mais j'avais passé à chaque fois un bon moment parce que c'était drôle, parce que c'était léger et voilà, j'en demandais pas plus. J'ai lu d'elle également La vie rêvée des chaussettes orphelines, c'est vraiment son best-seller. Je l'avais énormément aimé, ça aurait été un coup de cœur d'ailleurs si la fin ne m'avait pas dérangée, parce que il y a un détail à la fin que j'ai trouvé complètement anti-éthique et très malsain, et ça m'a gâché du coup mon appréciation globale du livre. Par contre, celui-ci a été une très bonne lecture. Ainsi gèlent les bulles de savon, ça parle de quoi? Ça parle principalement de la maternité et de la façon dont plusieurs femmes vont le vivre. C'est donc un roman un peu choral dans lequel on va suivre plusieurs personnages. On a en premier, il me semble qu'elle s'appelle Claire, qui découvre qu'elle va être maman et donc on va la suivre tout au long de sa grossesse et après sa grossesse. On a un personnage mystère dont on ne connaît pas le nom et dont on comprend qu'elle s'est enfuie en abandonnant son bébé après 6 semaines, 6 semaines après la naissance parce que c'était trop dur pour elle et elle part à Bali pour se ressourcer, se recentrer sur elle-même. Et on a de l'autre côté Océane qui est une jeune étudiante qui fait son entrée à l'université, qui vit seule avec son père. Et toutes ces personnes ont des petites choses à cacher ou en tout cas ont une existence un peu plus compliquée que ce qu'il paraît de prime abord. C'est un roman qui est très très bien écrit avec beaucoup de sensibilité
et je pense qu'il touchera énormément les mères ou les parents de manière générale, parce que je trouve que la maternité est décrite de façon assez brute, mais pas violente, mais je pense que ça met beaucoup en avant la réalité du postpartum avec son côté pas tout rose du tout, les remarques un peu malveillantes que les gens peuvent faire, ou même des fois les remarques qui se veulent bienveillantes, mais qui sont complètement culpabilisatrices et qui vont enfoncer la jeune maman. Moi, n'étant pas mère, forcément, ça m'a moins touchée et je pense que c'est ce qui fait que je n'ai pas adoré ce roman. Ça a été une excellente lecture, mais ce n'est pas un coup de cœur parce que j'ai vraiment vécu ça avec un peu de distance vu que je ne peux pas comprendre. Mais en tout cas, ça m'a permis d'avoir de l'empathie pour ces femmes, de réaliser un peu mieux par ce à quoi elles passent. Et c'était vraiment très très bien écrit. En plus, on a toujours ce petit côté enquête, ou en tout cas ce petit plus qui fait qu'on veut savoir qui est la femme mystère, pourquoi elle a abandonné son bébé. Évidemment, à la fin, toutes les pièces du puzzle se remettent ensemble et j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien amené. Ensuite, j'ai fait encore une relecture. Il s'agit de Le joueur d'échecs de Stefan Zweig, publié au livre de poche. Stefan Zweig, c'est mon auteur préféré. C'est un auteur que j'ai découvert que j'ai découvert à l'adolescence, mais sans avoir vraiment aimé. Et ensuite, je l'ai redécouvert vers l'âge de 20 ans et je me suis dit que c'était vraiment un auteur dont je veux avoir lu tous les livres dans ma vie. Alors, je suis déjà bien partie. Je pense que j'ai dû lire au moins une vingtaine de ses nouvelles. C'est deux de ses biographies, son roman, son autobiographie. Donc, je commence à avoir un peu l'habitude de son style. Euh, Stefan Zweig, je le trouve particulièrement brillant et percutant lorsqu'il écrit des nouvelles. Quand il écrit des formats un peu plus longs, c'est très très bien aussi, mais il a vraiment un style qui s'accorde parfaitement au style de la nouvelle, parce que en quelques pages, pas en moins d'une centaine de pages, j'ai eu un peu de mal à trouver mes mots, il arrive à être hyper percutant, à nous laisser une impression tenace, et en même temps sans, on va dire, comment dire, sans faire l'économie de mots, sans faire l'économie du lyrisme, de la poésie. Il a un style d'une sensibilité merveilleuse, je ne sais pas comment le dire, c'est admirable sa façon d'écrire, sa façon de décrire les sentiments. Moi, elle me touche toujours énormément. Et je suis d'autant plus impressionnée qu'il fait ça en peu de pages. C'est-à-dire que là, ici, par exemple, on a une nouvelle qui fait 80 pages. Et en 80 pages, il nous emmène complètement dans l'histoire. On est accroché. Et c'est beau, c'est bien écrit. Il n'a pas besoin d'aller droit au but en faisant l'économie de la prose. Il a vraiment un style incroyable qui est tout à fait mis en avant dans ce genre d'histoire. Pour en revenir un peu au thème de l'histoire, on se trouve dans les années je crois qu'on se trouve dans les années 50 ou 60, en tout cas après la Seconde Guerre mondiale, sur un paquebot. Et sur ce paquebot, il se trouve que le plus grand champion d'échecs du moment est présent. Et à ce moment-là, les gens vont un peu s'enflammer, vouloir jouer contre lui. Et il se trouve qu'il y a un homme qui, à un moment donné, va leur donner des conseils sur comment jouer tel ou tel mouvement. Et tout le monde va être très impressionné par cet homme qui dit qu'il n'a pas joué depuis plus de 20 ans et qui pourtant a une acuité et une intelligence dans le jeu d'échecs qui montre une grande pratique et presque un professionnalisme. Et en fait, cet homme va se confier au narrateur et raconter un peu sa vie sous le régime nazi et ce qui l'a amené à être un si grand maître d'échecs. Alors, c'est pas vraiment un maître puisqu'il ne fait pas des tournois, mais à être quand même si impressionnant aux échecs. Et c'est un roman qui est incroyable. Moi, je trouve qu'il est très très touchant, il est révoltant, sans qu'il y ait de violence. C'est vraiment très insidieux. Tout repose sur la psychologie, sur le fait de torturer quelqu'un via son esprit finalement. Et j'ai trouvé qu'il arrivait à donner une force à ce roman qui est incroyable. Moi, même si c'était une relecture, il me bouleverse toujours autant. La fin est totalement à la hauteur aussi du roman. Donc je peux que vous le recommander. Je trouve qu'en plus c'est une très très bonne introduction à l'œuvre de Stefan Zweig. C'est facile à lire, c'est percutant, donc ça ne peut que plaire. Et enfin, on va finir avec Absolu de Margot de Seine,
publié chez Big Bang. Margot de Sens est une jeune autrice qui partage beaucoup son contenu sur Instagram et qui a eu la chance de signer avec Big Bang récemment. Alors je dis la chance, mais elle a évidemment beaucoup travaillé son histoire et elle a eu pas mal de lettres de refus après, donc c'est vraiment une très belle victoire qu'elle a obtenue par sa persévérance et par son travail. Il s'agit ici d'une dystopie young adult. On va se retrouver dans un monde qui est la Pologne dans les années 2050 ou quelque chose comme ça. La Pologne a été ravagée et Varsovie est une ville morte qui est entourée de grands murs et dans lequel se trouve un monstre, la Chose, qui est un monstre créé de toutes pièces par les humains en laboratoire. Et face à la menace que représente cette chose, chaque année, 100 jeunes sont envoyés dans la zone dans le but de tuer cette chose. Et personne n'en est jamais revenu, la chose est toujours vivante. Et là, on va suivre 3 personnages principalement, Prime et Johanna, qui sont amis d'enfance et qui vont être envoyés en même temps dans la zone. Et ils vont y rencontrer Edouard, qui lui est un linguiste, qui est complètement terrifié, il ne comprend pas ce qu'il vient faire là, il sait qu'il n'est pas à la hauteur et il a hyper peur parce qu'il n'est pas fait pour se battre et il a tendance à beaucoup se diminuer, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en lui. J'ai adoré ce roman, je l'ai trouvé trop bien et d'ailleurs je suis sûre que je vais le relire en automne juste avant que le tome 2 sorte parce que je sais qu'elle a mis plein d'indices sur des choses qui vont se passer, sur des révélations et je suis sans doute complètement passée à côté, même si j'ai quand même une grosse théorie dont je suis, allez, on va dire à 90% sûre, mais comme tout le monde a la même et comme ça semble hyper évident, je me dis c'est peut-être un piège que Margot nous fait. Ce roman, déjà, je l'ai trouvé très bien par son univers. J'ai trouvé que l'univers était hyper bien pensé, il était hyper intelligent, c'était original. Je peux pas trop en dire parce que ça spoilerait certains aspects que moi-même je ne connaissais pas avant de lire le roman et je suis contente de ne pas en avoir entendu parler avant et de l'avoir découvert petit à petit. Donc vraiment en lisant ce roman, je me suis dit waouh, elle a créé un univers génial. Ensuite, ces personnages sont quand même assez intéressants. Ils ont un petit côté lisse. C'est le petit reproche que je pourrais faire, c'est que je ne me suis pas énormément attachée à eux, puisque c'est un roman à plusieurs voix. Donc il y a 7 narrateurs différents. Et c'est un procédé qui m'a plu parce qu'on va s'intéresser à plein de personnages différents, qu'ils soient amis ou ennemis. Mais en même temps, ça a tendance à peut-être un peu lisser les émotions et faire qu'on n'a pas moins d'empathie parce que clairement, vu ce qu'ils vivent, on est à fond avec eux, mais à faire que parfois, les personnages sont un peu trop lisses dans leurs émotions, dans leurs réactions, et on n'arrive pas à rentrer complètement dans leur psychologie. C'est vraiment un petit détail et c'est tout à fait personnel parce que sinon, voilà, j'ai vraiment adoré l'histoire. Il y a des personnages que j'ai vraiment beaucoup aimés. Mais c'est vrai que j'aurais aimé que certains soient définis de manière un peu plus précise, on va dire. J'ai beaucoup aimé la plume aussi, je trouve qu'on ne sent pas du tout que c'est un premier roman. C'est très bien écrit, que ce soit dans les scènes d'action ou que ce soit dans les scènes de description ou même dans les dialogues entre les personnages. C'est vraiment une très belle plume qui a ce qu'il faut de poésie et ce qu'il faut de rythme. Donc un super moment avec cette lecture. Et voilà, j'aurais pas grand chose de plus à dire, c'est vraiment une dystopie que je recommande si vous aimez le genre. On est à fond dans les codes, je sais que ça a été beaucoup comparé à Hunger Games, au Labyrinthe et à Divergente. Alors moi j'ai pas lu ces deux-là, mais j'ai lu Hunger Games et je trouve que oui, on retrouve ce côté-là. Et ça fait plaisir de lire de la dystopie si qualitative et qui est en plus française. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si certains des romans vous tentent ou si vous les avez lus et on se retrouve bientôt. Salut!